Je m'appelle Candida, j'ai 25 ans et je suis née donc il y a 25 ans à Kigali au Rwanda, au centre du monde. Avec toute ma famille, nous sommes arrivés en France alors que j'avais 6 ans et demi. Et c'est vers l'âge de 10-12 ans que j'ai commencé à me dire que j'avais envie de travailler dans l'art et de faire des voyages. Et puis un jour, je suis tombée nez à nez avec un appareil photo. C'est comme ça que est entré en moi le virus de la photographie et que j'ai décidé que ça serait mon métier. Et je me suis dit je serai photojournaliste, j'irai parcourir le monde, faire des reportages et avec mon petit appareil et puis un stylo si j'arrive à écrire des choses un peu sympas. Toi, est-ce que tu te considères comme écolo? Je sais pas, parce que je fais des petites choses au quotidien. Je trie mes déchets, je fais attention aux dépenses énergétiques. Je sais pas si ça veut dire écolo, je sais pas. Mais je trouve que c'est important, ça me demande pas plus de temps, plus d'argent, donc je le fais, ça me fait plaisir et voilà. Ce qui m'intéresse, c'est les petites choses qu'on peut faire avec presque rien et rapporter ça et puis voilà, en parler à la France. Non mais juste en parler à mes potes, moi ça serait génial, pouvoir leur dire non mais tu sais si tu fais ça, ça peut faire ça, ah ouais c'est génial, voilà je le fais. Ça peut être cool, j'aimerais bien. Tous les jours, en France et en Europe, des hommes et des femmes tentent de mieux préserver la planète et notre environnement. Les initiatives innovantes, exemplaires et astucieuses se multiplient. Pour les découvrir et en rendre compte, l'émission Les Reporters a fait confiance à 10 jeunes gens. Sélectionnés pour leur curiosité et leur désir de témoigner, ils ont dressé un panorama de ces initiatives au cours d'un voyage de 27 jours à travers les 27 pays de l'Union européenne. Candida nous livre aujourd'hui les souvenirs de son périple européen et de cette expérience unique. On vient de m'annoncer que je vais faire partie de l'aventure des reporters. Moi je suis ultra contente, un petit peu flippée parce que je me dis que je dois être celle qui connaît le moins de choses sur l'écologie, mais c'est pas grave, j'y vais, je suis très très contente. Et on arrive au QG de l'émission, on va enfin découvrir un petit peu ce que sera les mois à venir et surtout on va rencontrer les autres reporters, les 9 autres chanceux qui vont comme ça nous accompagner. Donc on a commencé un petit peu à vivre les uns avec les autres et au bout de 2 jours on va nous dire avec quelle personne on va devoir partager les 2 prochains mois de notre vie comme ça 24 heures sur 24. J'espère apporter à mon binôme un petit peu de punch, un petit peu de... parce que c'est ce qui, d'après les gens qui m'entourent, me vient le plus naturellement. J'aime l'action, j'aime quand c'est vivant, j'aime quand ça bouge, quand c'est... Voilà, donc j'espère apporter ça. Et puis apporter aussi ma connaissance un petit peu de la pratique journalistique. Poser les bonnes questions, s'intéresser aux bonnes choses, chercher, fouiller, enquêter. Voilà, un petit travail un petit peu d'enquête, voilà. La seule personne avec qui je ne me voyais pas parce que on s'est échangé de mots, bonjour, au revoir, c'est Anne. Effectivement, j'allais être avec Anne. Ok, super. Est-ce que tu crois qu'on va pouvoir organiser une rencontre genre entre les deux côtés, entre les habitants et ceux qui se défendent super. On a le droit de rentrer dans le parc. Bien sûr, le parc il est ouvert, tu sais, il y a vraiment... Elle est étudiante en agronomie, elle a l'air de connaître pas mal de choses, elle a l'air surtout très très motivée par l'aventure. Je me dis que ça c'est des choses qui vont pouvoir compléter un petit peu ce que je pense être au début comme des lacunes. Je me dis que Anne va être d'un bon soutien par rapport à ses connaissances en agronomie et en écologie. Ça y est, c'est le premier jour, je suis encore plus excitée que pour la rentrée des classes. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai tout prêt et tout, et j'ai très très peur. Donc on va au Portugal, c'est notre première étape, à 1 heure de Lisbonne, pour faire notre premier reportage sur une énorme exploitation bio. Hallucinant, hallucinant. Smells good. Puis on a continué. Après le Portugal, il était prévu qu'on aille tout là-haut dans les pays du nord de l'Europe. Alors moi, l'une de mes grandes terreurs, c'était de débarquer dans les pays baltes. Parce que premièrement, c'est des pays que je ne connais pas, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Et puis, c'est des pays où il y a très peu de gens colorés. Alors je me dis, voilà, je me suis dit, est-ce que ça va pas être difficile par rapport à ça? Est-ce qu'il va pas y avoir un peu
de racisme, est-ce qu'il ne va pas y avoir un peu d'agressivité par rapport à ça. Donc voilà, j'étais très impatiente en même temps de voir ce que ça allait donner, mais j'en avais surtout très peur. Finalement, bon, en Lituanie, c'était plutôt sympa. Voilà. Les gens ont bien repéré comme moi que j'étais la seule noire dans toute la ville et notamment dans tout le pays aussi d'ailleurs. Et c'était très drôle parce que les petits dans la rue me suivaient en regardant comme si j'étais une bête curieuse, mais c'était très bon enfant et plutôt marrant. Et donc ça nous a permis avec Anne de passer un bel après-midi à Europos Parkas. C'est un grand parc qui se trouve pile au centre de l'Europe et qui a pour but de donner une dimension un peu artistique à cet endroit stratégique qui est le centre de l'Europe. Tu vois, ça c'est plus du land art. Qu'est-ce que tu mets dans le land art? Le land art, c'est quand tu utilises des matériaux naturels qui vont évoluer, même s'ils sont abandonnés ici, ils intégreront à la nature sans abîmer la nature. Tu vois, en gros, si tu enlèves les pilonniers en fer, on a du land art. Je ne sais pas si ce parc est fait pour se rapprocher de l'écologie, de la nature, j'en sais rien. Mais en tout cas, il nous met dans un état un peu contemplatif et on regarde avec le même intérêt la nature et les œuvres d'art comme faisant partie l'un de l'autre et tout. Donc j'ai trouvé que c'était sympa. Oh my god! Putain, c'est mieux que Euro Disney. Je m'étais un petit peu calmée donc, par rapport à ma crainte quand on a débarqué en Estonie par le bus de nuit. Et là, il y a toutes mes peurs qui me sont revenues parce qu'on traversait des paysages affreux, très communistes comme ça. Donc ça a réveillé un petit peu toutes mes frayeurs. On est arrivé! On a débarqué comme ça au petit matin, fatigué, dans une ville qui d'ailleurs était très jolie, mais moi qui ne me laisse pas un super souvenir par rapport aux gens. Les regards étaient un peu difficiles, un peu agressifs par rapport à moi. Et bon, voilà, j'ai vécu ce que je craignais en somme. Je sens qu'on va se faire attaquer au couteau là tout à l'heure, juste derrière. C'est dommage parce que ça m'a stoppé un petit peu. À un moment, Reporter, c'est aussi une émission de voyage, c'est une émission sur l'écologie, mais c'est aussi une émission de voyage. Et le voyage, pour moi, ça veut dire aller à l'encontre de l'autre et se retrouver dans une situation comme ça où on n'a plus du tout envie d'aller rencontrer l'autre parce qu'on a peur que ça se passe comme la personne précédente qu'on vient de croiser. Ça m'a un peu stressée, mais heureusement, les personnes qu'on avait rencontrées pour notre initiative sur l'écologie étaient tout à fait ouverts et contents de nous accueillir, moi, Anne et le caméraman qui nous accompagnait. On a rencontré Rainer Nolbach qui a une vie un peu spéciale. À 30 ans, il était ultra riche. Il avait fait fortune en informatique, je crois. J'avais 30 ans et je n'avais plus besoin de travailler. Puis, je me suis dit, et si je construisais une maison en Floride pour rester au bord de la piscine? Je pensais que c'était ça, vivre en fait. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est sans doute l'une des plus belles erreurs de ma vie. Les choses n'arrivent jamais par hasard. Il a rencontré des gens qui avaient pour but de nettoyer l'Estonie, mais ils ne savaient pas du tout comment faire. Il leur a dit, écoutez, moi j'ai une idée, je pense que c'est possible, je pense qu'on peut nettoyer l'Estonie, toutes les décharges sauvages qu'il y a dans les forêts un peu partout en Estonie, comme ailleurs d'ailleurs. Mais pour ça, il faut qu'on le fasse comme ça, il faut qu'on le fasse d'un coup, il faut qu'on le fasse à grande échelle. Il ne faut pas que ça nous coûte de l'argent, sinon ça va mettre 50 ans et puis finalement le projet va être abandonné. Donc il a eu ce pari fou, il s'est dit voilà, ça va être comme ça. On va nettoyer toutes les décharges sauvages du pays en un jour, en faisant appel aux gens de bonne volonté. Il a estimé qu'il fallait 50 000 personnes. 50 000 personnes sont nécessaires pour accomplir le grand nettoyage. Et pour les convaincre, une gigantesque opération de communication est alors organisée durant 7 mois. Intervention télé, marketing téléphonique et concerts, les volontaires de Let's Do It vont tout faire pour persuader chacun de participer. Moi, si j'avais été avec eux à ce moment-là, je sais pas, j'aurais pas donné cher du projet. Puis il y avait une autre chose encore à gérer, c'est comment est-ce qu'on allait réussir à repérer toutes ces zones de déchets dans tout le pays.
On a eu l'idée d'utiliser le système de localisation GPS que les gens peuvent emporter quand ils marchent en forêt. Ils repèrent les coordonnées et les infos sont envoyées par des volontaires. Ils vont trouver des endroits où il y a des déchets, ils vont les marquer et les envoyer dans la base de données. Pour ça, on utilise un logiciel. La photo que vous voyez là, c'est tous les points de déchets que nous avons repérés en Estonie avant le nettoyage. Il y avait environ 10 630 points de déchets dans tout le pays. Ça m'a fait penser en fait aux 12 travaux d'Hercule, où Hercule a une journée pour nettoyer les écuries de Géas. Bah voilà, c'est un peu la même chose. Donc c'est complètement fou. On a l'impression qu'on se retrouve dans une mythologie et finalement c'est vrai, c'est réel. Et finalement ça a fonctionné. Donc c'est complètement fou quand on voit les images. Ils ont nettoyé 10 000 tonnes de déchets, c'est pas rien. C'était extraordinaire. La véritable question, ce n'était pas de nettoyer les déchets, mais plutôt de changer la mentalité des gens, de leur montrer le résultat de leurs actions. Et surtout, faire comprendre à tout le monde qu'on ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. Encouragés par ce résultat, nous aspirons aujourd'hui à nettoyer la planète. Nettoyer la planète? Mais c'est complètement fou comme projet. Mais non, c'est une super idée. Et si on commençait maintenant? T'as raison. C'est un bon début. Bon candidat là, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, on est en retard. Laisse-moi 2 secondes, je suis pas tout à fait prête. Arrête, c'est bon, t'es canon comme d'habitude, allez on y va. Ouais, je sais, mais là il y a un petit souci, ma peau est complètement déshydratée. Eh ben, mets de la crème. J'en mets plus. Puis notre périple a continué à Riga, en Lettonie, pour faire notre prochaine initiative sur les cosmétiques bio laitons. Bah, j'ai entendu parler d'une marque de cosmétiques bio ici, à Riga. Ah oui? Ouais, et du coup, ça peut être l'occasion d'aller vérifier qu'est-ce qu'un cosmétique bio, est-ce que c'est réellement efficace, et surtout, est-ce qu'il y a une vraie démarche environnementale derrière. Ah bah qu'est-ce qu'on attend? On y va? Allons-y. Je suis complètement tombée amoureuse de cette ville, de sa culture, de son architecture, de cette espèce de conception qu'ont les gens de la vie dans la ville et la nature. Ils vivent en corrélation avec la nature, très simplement et le plus naturellement possible. De temps en temps, ça fait plaisir. C'est normal d'aller cultiver ses tomates et de les manger, de prendre son concombre et de se le mettre sur le front pour empêcher le bouton là, de pousser. Enfin voilà. La nana qui nous a parlé de son initiative, de ce qu'elle avait accompli, en fait nous a raconté qu'elle avait commencé comme ça, que pour elle et pour la plupart des filles de son âge, qui ont nos âges, hein, d'ailleurs à nous les reporters, c'était courant d'utiliser des produits faits à base de feuilles, de fleurs naturelles et de concocter comme ça des petites mixtures miracles qui nous rendent belles et tout ça. Notre entreprise porte le nom d'une fleur, mais c'est aussi un prénom féminin en Lettonie. Pour nous, ce nom symbolise la féminité, la beauté et la nature. C'est comme une infinité de beauté naturelle pour les femmes. En Lettonie, il y a beaucoup de plantes sauvages, comme par exemple le plantain, qui est une plante très commune qu'on trouve le long des routes. Le plantain a des vertus cosmétiques car il participe à la régénération de la peau et stimule la synthèse de collagène. Bien sûr, nous essayons d'utiliser le plus de matières premières locales que nous pouvons, parce que ça réduit les transports, ça nous permet de soutenir les producteurs locaux et de dynamiser l'économie de la région. Et là, je peux la mettre directement sur ma peau? Nous allons voir ça au laboratoire. On a pu comme ça voir comment on fabriquait des cosmétiques bio et surtout entendre quelles étaient les raisons de l'utilisation de ce type de produit. Là, ce sont des baies qui activent le métabolisme de la peau.
Elles sont séchées et ensuite nous en tirons des extraits de plantes. Mais là, vous n'utilisez pas du tout de conservateur pour vos produits? C'est une très bonne question. Bien sûr, pour protéger nos cosmétiques, nous avons besoin d'un produit qui empêche les bactéries de se développer. Un des ingrédients que nous utilisons comme conservateur est l'alcool naturel. C'est mieux d'avoir des produits sains sur soi que des produits chimiques. Ça, je pense que c'était évident pour pas mal de gens. Après, s'ils sont plus efficaces ou pas, en tout cas, ils ne peuvent pas faire de mal. Et, bon. Et je me souviens, on avait eu une discussion comme ça avec Anne, où je lui disais, mais tu te rends compte, est-ce que si tu changes tous les produits que tu utilises, je sais pas, moi, par exemple, j'en utilise 8, 9, 10 de cosmétiques comme ça par jour, entre les produits, les gels douche et tout ça. Si je remplaçais chacun d'eux par un produit bio, les bienfaits pour moi et pour l'environnement sont inestimables. Alors, si chacune des femmes, la plupart des femmes font ça, non seulement il va y avoir un vrai bienfait sur l'environnement, un réel bienfait pour l'environnement, mais en plus de ça, ça va les sensibiliser après pour d'autres choses au quotidien. On n'utilise pas du cosmétique bio sans s'intéresser après à l'écologie. Je trouve que parler de petites choses du quotidien comme ça, c'est ça qui est le plus susceptible de changer les mentalités sur l'écologie, en tout cas à long terme et à grande échelle. Bon allez, candidat, là, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, on est en retard. Non, je suis pas du tout à fait prêtre, non. T'es pas prêtre? Moi, je suis pas prêtre. Je suis pas tout à fait prêtre. Je suis repartie comme ça avec toute ma cargaison de cosmétiques bio que je continue à utiliser pour le plus grand plaisir de ma peau. Ok, on y va. On reprend la route direction la France, donc on va retraverser toute l'Europe. Et c'est tant mieux parce que comme ça, on profite de ce long trajet pour travailler, pour continuer à préparer nos initiatives, pour finir de monter nos reportages qu'on doit rendre régulièrement. C'est parti. Nous allions faire un sujet sur des HLM écolos. Bon alors. Je suis arrivée en fait dans l'émission en me disant que l'écologie c'était un peu une préoccupation de petits bobos. C'est que quand on est un peu riche et qu'on vit dans un pays un peu riche, c'est facile de parler d'écologie, mais la plupart du temps, les gens n'ont pas du tout accès en fait à l'écologie et ils n'ont pas que ça à faire, ils ont d'autres soucis qui passent avant. Et est arrivé ce sujet incroyable sur les HLM écolos. C'est l'histoire d'un mec et de ses acolytes qui travaillent dans le bâtiment depuis X années, qui ont comme particularité d'embaucher des gens qui sont en réinsertion sociale. Donc il y avait cette petite dimension sociale déjà. Et ils se sont rendus compte que ces gens qui sont donc en réinsertion sociale et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent avaient du mal à payer leur loyer, leurs charges à la fin du mois, pas parce qu'ils sont débiles et qu'ils consomment comme des fous, mais parce que leurs maisons sont mal construites. Est-ce que les logements sociaux, ça doit toujours ressembler à ça? Est-ce qu'on peut pas mener de front protection de l'environnement et action sociale? C'était quand même un comble que des gens qui ont peu de moyens soient réduits à vivre dans des endroits où finalement ils se retrouvent à payer beaucoup plus cher que la moyenne des gens. Monsieur François Marty, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de toute cette aventure sur les éco-constructions? On s'est dit, mais si on inventait un logement valable pour les plus pauvres? Parce que c'est les plus pauvres qui sont les plus pénalisés par le manque d'écologie, que ce soit dans la nourriture, dans le transport, dans le logement. Deuxièmement, on dit en France, on a un énorme problème de logement, il n'y a pas assez de logements. Et pourquoi il n'y a pas de logements? Parce qu'on ne les construit pas. Tiens. Puis en même temps, on a un gros problème de chômage. Et puis, on dit pourquoi les gens au chômage? Parce qu'ils n'ont pas de travail. Voilà. Donc nous, on a un peu ratatouillé tout ça. Et on n'a pas voulu faire des maisons écologiques. On fait des maisons où il n'y a presque pas de charge. Et le moyen pour y arriver, c'est l'écologie. C'est pas tout à fait pareil. Nous sommes sur notre usine d'eau de Druitt sur laquelle nous avons installé ce grand hangar dans lequel nous avons notre activité de préfabrication de nos éléments de préfabriqués assemblés, que ce soit des éléments de mur ou des éléments de plancher ou de rampons de toiture. Vous faites tout en bois ici? Alors tout est fait en bois effectivement, c'est la matière première principale. On a d'autres matériaux qui sont utilisés sur l'extérieur de cette structure en bois. Le principe de construire en préfabriqué, c'est d'aller rapidement au moment de la construction. On voit ici par exemple des panneaux de murs qui sont empilés les uns contre les autres.
Une fois qu'on a ça, on peut empiler sur un camion, et mettre... on les attrape et on les pose à une rapidité folle. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, 2 maisons mitoyennes, en moins de 2 semaines, toute la structure est montée. Le bois est un matériau agricole, tout simplement, de base. C'est-à-dire qu'on a en plus la chance en France d'être sur un massif forestier, même si ce n'est pas le cas dans le Pas-de-Calais, où il y en a vraiment une grande abondance de bois. Donc il suffit de le valoriser intelligemment. Il suffit de replanter, on coupe, on replante et on a toujours du bois. C'est complètement renouvelable. Les autres avantages du bois, c'est qu'il a une qualité thermique intéressante, puisque c'est un bon isolant. Les matériaux qui sont en ouate de cellulose, à partir de cellulose, sont de bons matériaux d'isolation. Et également, il a, un petit peu comme la terre crue, cette capacité à laisser migrer la vapeur d'eau. Quand on fait une maison pour 60 ans, 17% est le coût de la construction, 83% est le coût des charges. Ça, c'était dans les années 2000. Alors, je vais vous poser une petite question, simple. Essayez de réfléchir pour la réponse. Est-ce que vous pensez qu'un jour le pétrole va augmenter ? Est-ce que vous pensez qu'un jour l'eau va augmenter? Est-ce que vous pensez qu'un jour le gaz va augmenter? Oui, mais alors pourquoi on fait des maisons dont on sait que ça va être des catastrophes? Est-ce que les logements sociaux doivent toujours ressembler à ça? En faisant des maisons qui sont plus isolées, finalement on fait des économies. Ça passe par l'utilisation du bois, de la terre crue. On retourne comme ça à des modes de construction un peu traditionnels et en même temps il fait appel à des systèmes d'évacuation d'eau et tout ça. Donc voilà, c'est un mélange de traditionnel et de modernité pour accéder comme ça à des résultats un peu intéressants. Donc là, on est dans une maison de première génération, je dirais, dans laquelle on a utilisé les matériaux qu'on voit de façon évidente. La terre crue, beaucoup de bois, puisqu'on a ici le plancher séparatif de l'étage. On peut voir que c'est assez éclairé, c'est dû à quoi ça? L'architecte a vraiment effectivement réfléchi à ramener le maximum de lumière à l'intérieur. Super, mais c'est pas trop cher? Combien ça coûte? Autour aujourd'hui d'à peu près 1 600 € du mètre carré, qui commence à devenir des coûts acceptables dans le cadre d'un plan de financement du logement social. Et donc pour l'habitant, pour la personne qui y habite, qu'est-ce qu'il en tire? C'est quoi ses bénéfices? L'intérêt, c'est qu'effectivement, avec une maison qui est très très bien isolée avec les matériaux qu'on a vus tout à l'heure, on a une économie générée sur simplement le poste chauffage qui se situe entre 500 et 1 000 € par an, direct sur une maison d'à peu près 100 mètres carrés. C'était bluffant parce que c'est des maisons écolo qui coûtent moins cher et qui sont plus saines. Moi, ça m'a complètement séduite. Du copeau de menuiserie, mélangé avec de la chaux et un petit peu d'eau. En plus du projet, j'ai rencontré ces gens-là qui sont des gens extraordinaires. Je crois que c'est... Enfin, c'est pas je crois, j'en suis sûre. C'est les rencontres que j'ai faites dans le Nord-Pas-de-Calais ont été pour moi les plus marquantes de toute cette aventure et d'une grande partie de ma vie. Et pour l'avenir, voilà, permettre à toutes les populations défavorisées d'accéder à un logement décent? J'aimerais bien. C'est possible? J'aimerais bien, je sais pas. Nous, on va faire la part qui est la nôtre pour y arriver. Maintenant, pour les réponses universelles, je suis vachement pas bon parce que vous êtes venus faire un reportage ici et on est les meilleurs du monde dans cette rue pour avoir fait les maisons ici. Pour le reste, on n'a pas toutes les réponses. Voilà. Donc on s'est extrêmement bien entendu avec ces gens-là, à tel point que François Marty, ce bonhomme là, un peu rustre comme ça du Nord-Pas-de-Calais, m'a proposé de revenir et de faire un reportage sur ces maisons écolos. Il y a une 20aine de maisons maintenant dans toute la France et il y en a 4 en Seine-Saint-Denis et c'est des jolies petites maisons en bois comme ça, très sympas. Et ça fonctionne, donc on a des maisons écolos qui sont géniales, qui coûtent moins d'argent aux gens qui ont la chance d'habiter dedans et surtout elles sont plus saines. J'ai rencontré ces gens-là qui vivent à l'intérieur et l'une des mamans m'a dit que sa fille qui habitait, ils habitent dans cette maison depuis à peu près 1 an, m'a dit que sa fille qui a des problèmes d'asthme et tout ça n'avait plus jamais eu aucune crise depuis qu'elle était arrivée dans la maison. Ils ont passé l'hiver sans mettre le chauffage, les enfants sont en très très bonne santé, ils se sentent à l'aise et ils sont tout contents de voir que tous les week-ends, il y a des gens qui passent dans la rue l'air de rien pour essayer de regarder ces maisons de plus près, ils sont contents d'en parler, ils sont très très heureux de voir que ça leur coûte beaucoup beaucoup moins cher. Je ne m'attendais pas du tout à être touchée dans l'aventure des reporters.
savais que j'allais y aller et y mettre toute ma tête et mon énergie, mais je ne pensais pas que j'allais aussi y laisser, que ça allait aussi réveiller mes émotions. Je ne pensais pas que ça allait me toucher à ce niveau-là. Et donc c'est surtout ça qui m'a surprise, voilà, en arrivant là-bas. Oui, c'est simple. Je me sentais en fait complètement concernée. Je me suis dit que j'aurais adoré bénéficier de ça à une époque de ma vie. Et j'aurais surtout aimé que les gens qui m'entourent puissent en bénéficier. Donc j'avais l'impression de parler à des gens qui étaient comme moi, qui venaient du même milieu que moi, qui avaient vécu des choses comme moi, mais qui le vivaient, qui en avaient fait une force. Et ça m'a convaincue, mais ça m'a surtout beaucoup émue.